Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre série Parlons drogue en ce temps de rentrée. Je m'appelle Chantal Vallerand, je suis directrice nationale à Jeunesse sans drogue. Je veux souligner que l'initiative aujourd'hui est rendue possible grâce au soutien des pharmacies Rexall et de l'Association pour la récupération des médicaments de produits de santé. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Delphine Lagourgue, qui est vice-présidente programme de gestion à l'association. Delphine va nous fournir des instructions pour savoir comment retourner nos médicaments de façon sécuritaire. Vous allez comprendre pourquoi on va parler de ça dans un petit moment. Donc, plus tard dans la présentation, je vais inviter Delphine à se joindre à nous pour nous partager ces informations-là et de cette façon-là aussi nous aider à protéger nos enfants. Donc, sans plus tarder, je vais partager ma présentation avec vous. Donnez-moi un petit instant. Oups. Je m'en viens. Voilà. OK. Alors, en débutant, on voulait commencer à partager avec vous notre vision. La vision de Jeunesse sans drogue, c'est vraiment de s'assurer que tous les jeunes puissent vivre leur vie à l'abri de la consommation problématique de substances et de dépendance. On est conscient que la consommation de substances, c'est un choix personnel. On sait aussi que, bien sûr, l'abstinence, c'est la méthode la plus efficace pour s'assurer qu'on va réduire les risques au maximum et réduire les risques de dépendance. Mais demeure le fait que la vaste majorité de la population va choisir probablement à un moment donné de consommer des substances, et ça pour diverses raisons. En tant qu'organisation, nous préconisons une approche sans jugement quand vient à la consommation et on vise le bien-être physique et mental de nos jeunes. On sait que 90% des personnes aux prises avec un problème de dépendance ont commencé à consommer dès leur adolescence. Donc, on pourrait espérer, dans un monde utopique, que les jeunes ne consommeraient pas de substances du tout. Mais on sait que, comme je dis, c'est utopique. Donc, qu'est-ce que ça signifie quand on dit qu'on préconise une approche que les jeunes vont vivre à l'abri de consommation problématique et de la dépendance? Bien, comme je disais, on souhaite réduire les risques potentiels à des fins de consommation à des fins récréatives pour nos préados et nos ados. On sait que le cerveau humain ne se développe pas à son plein potentiel jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, on veut pouvoir différer les premières consommations le plus longtemps possible, mais on sait par contre que l'âge moyen de la première consommation des jeunes d'alcool au Canada, c'est 13 ans, alors que la première consommation, la première expérimentation avec le cannabis au Canada se fait à 14 ans. Alors, ce qu'on préconise, c'est de la prévention, c'est de l'éducation. On sait que l'approche, le langage et les conversations à avoir avec nos jeunes vont varier d'un groupe d'âge à l'autre, mais c'est vraiment ce qu'on préconise comme approche, comme stratégie et comme travail à Jeunesse sans drogue. On se dit que les parents et les adultes intervenant auprès des jeunes sont au cœur de notre stratégie de prévention, puis qu'on croit qu'en sensibilisant, en informant et en outillant adéquatement au sujet de la conversation, nos parents, nos adultes vont être des agents de changement qui vont inciter nos jeunes, on espère, à faire des choix de vie qui vont être sains et qui vont favoriser leur bien-être physique et mental. De quoi on va parler aujourd'hui? En fait, la présentation va se diviser en 4 sections. Dans un premier temps, je vais vous inviter à réfléchir aux répercussions du stress dans vos propres vies. On va faire un petit test ensemble, on va compléter une auto-évaluation. Inquiétez-vous pas, les résultats sont complètement anonymes, mais ça va nous aider à orienter notre présentation aujourd'hui. Ensuite, on va parler de mécanismes d'adaptation. Donc, comment on fait face justement à ces sources de stress-là dans nos vies? Comment on se prépare à des situations où est-ce qu'on peut vivre de l'anxiété. Donc, on va se questionner par rapport à ça, puis on va se questionner sur qu'est-ce qui pourrait inciter un jeune à consommer comme mécanisme d'adaptation. Donc, la consommation va venir
s'introduire dans notre conversation comme mécanisme d'adaptation. On va aussi parler de facteurs de risque et de protection par rapport à la consommation. Puis, je vais vous inviter à la fin de la présentation à faire un petit sondage qui ne sera pas long, mais qui va nous aider pour nos futures présentations. Donc, dans le contexte de la rentrée, quand on voulait vous dire on veut partir sur une note parfaite, c'est vraiment dans un contexte où on sait que la rentrée, c'est une période qui est particulièrement stressante pour le jeune et à la fois pour toute la famille. Et comment le jeune peut faire face à ces sources de stress-là et d'anxiété et comment la consommation peut s'insérer justement comme mécanisme d'adaptation, puis quels sont les risques par rapport à ça. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Alors, je vous invite à aller sur le lien qui est dans le chat présentement et on va compléter ensemble l'exercice d'auto-évaluation pour s'aider, pour guider nos réflexions aujourd'hui, puis un peu prendre le temps de s'interroger sur les sources de stress qui sont présentes dans nos vies à nous. OK. Alors, vous pouvez utiliser le code QR qui est à l'écran pour pouvoir accéder au test ou sinon, vous allez sur le site web amenti.com comme indiqué sur la diapo et vous utilisez le code qui est là, le 4300451. Alors, je vais vous laisser quelques secondes, quelques minutes juste pour utiliser le... Parfait! OK, on commence à avoir des réponses. Alors, quelles ont été certaines des causes de stress que vous avez expérimentées en tant que jeune? Puis là, on voit en temps réel les réponses qui rentrent. Restrictions parentales, école, amis, famille, performance, les parents, bien entendu, on peut être une source de réconfort, mais une source de stress. Devoir. Donc, on voit que quand nous, on était jeunes, on pouvait percevoir ces causes de stress-là en temps de rentrée, mais aussi en n'importe quel temps. Et ça peut être également les mêmes sources de stress que nos jeunes peuvent expérimenter aussi. Donc, juste se remettre dans l'esprit de quand on dit que nos jeunes sont stressés ces temps-ci ou qui ont de l'anxiété, qu'est-ce que ça peut avoir de l'air comme cause de stress? On va passer à la deuxième question. De quoi aviez-vous besoin alors que vous viviez ces situations? Donc, si on se remet dans l'esprit de on était stressé par rapport à des restrictions parentales ou nos devoirs ou performer, vers quoi on se tournait à ce moment-là pour se sentir mieux par rapport à ces situations-là? Mes amis et mes parents. Soutien des parents et amis, on voit une tendance ici. Avec mes études, donc s'investir, se concentrer sur ses études, de l'espace, l'empathie, des amis, du sport, écoute, amis, sport pour écoute, compréhension, amis, un intervenant, comprendre la vie. Oui, c'est vrai, c'est pas toujours facile, je pense qu'on se le demande aussi à l'âge adulte. Amis, intervenants, donc capacité d'adaptation, donc vraiment... pour faire face au stress qu'on a identifié, on voit qu'il y avait différentes sources ou stratégies ou mécanismes avec lesquels auxquels on se tournait pour pouvoir faire face à ces stress-là. Plus d'informations sur la santé mentale, oui, bonne source, bonne réponse par rapport à justement si on se pose des questions en tant que jeune, on a peut-être besoin d'avoir plus d'informations sur la santé mentale. Là, je vous avertis, il y a juste 5 questions. Là, on ne prendra pas tout le temps, mais c'est juste pour nous mettre dans le bain un peu. Alors, je vous invite à répondre à la 3e question. Comment gérez-vous le stress et l'anxiété dans votre vie personnelle? Donc, dans la question suivante, on se disait comment on faisait quand on était jeune, de quoi on aurait eu besoin pour faire face au stress qu'on a identifié. Là, je vous invite à dire maintenant, dans votre vie personnelle, qu'est-ce que vous faites pour gérer votre stress et votre anxiété?
dans votre vie de tous les jours? Vers quoi vous vous tournez? Télévision, oui. Les abonnements à des chaînes de diffusion, activités sociales, organisation, on s'est organisé, oui. Sport, marché de l'activité physique, bière ou vin, oui. Ça, c'est aussi une autre façon de gérer son stress. Réfléchir à des solutions, comprendre ce que je veux, donc faire un petit peu d'introspection, les arts. Fait que je vois ici des tendances par rapport à des activités, soit physiques, soit intellectuelles, soit marcher, réfléchir, donc faire un petit peu d'introspection. Mais les tendances sont beaucoup par rapport à des activités aussi, puis de l'introspection. Parler à des amis que je viens de voir, méditation. Se promener. On a fait le webinaire en anglais hier et puis on avait ça aussi, on avait du yoga, entre autres, que les gens avaient indiqué là, à plusieurs reprises aussi. Donc, activité sociale, activité physique, introspection, parler à ses amis semble être des stratégies populaires auprès des gens qui sont avec nous aujourd'hui pour gérer le stress et l'anxiété dans vos vies personnelles. Prochaine question. Quelle est votre relation avec les substances? Donc, substances, là, je parle ici de nom commun. On utilise substances au lieu de drogue, là, mais en vous basant sur vos propres expériences et celles des personnes qui vous sont chères. Est-ce que vous avez une expérience positive, négative ou neutre, incluant l'alcool? Là, je parle ici de toute substance dans vos vies. Si vous aviez à définir la relation que vous aviez avec ces substances-là. Fait que neutre, à date, semble être la réponse suivie de très près avec négatif. Il n'y a personne qui a une relation positive avec les substances. Par contre, tantôt, on disait qu'une des façons dont on gérait notre stress, c'était la bière et le vin. Peut-être que c'est fait de façon neutre ou négative, mais on ne rapporte pas encore de relation positive. OK, merci. Et la prochaine, je pense que c'est la dernière. Selon vous, à quoi fait-on référence lorsqu'on parle de consommation à risque ou problématique de substances? Vous m'avez entendu parler de ça par rapport à notre vision qu'on tient à essayer de réduire la consommation problématique de substances. Selon vous, dans vos termes ou votre perspective, qu'est-ce que ça veut dire, ça, la consommation problématique ou consommation à risque ou problématique? Ça se définit par comment? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous me donner quelques réponses par rapport à ça? Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on a une dépendance, les comportements de recherche, addiction, quand les effets sont souvent ou toujours négatifs, quand ça a un impact négatif sur la vie ou la santé, une consommation qui affecte le quotidien, interfère avec des activités de vie, relations, travail, quantité, addiction, on le prend pour oublier, fuir ou éviter des problèmes quand je parlais tout à l'heure de mécanismes ou de stratégies d'adaptation face à un stress. Se retrouver à consommer sans tenir compte des conséquences, l'impact sur la santé. Donc, je vois beaucoup de références à une consommation qui affecte le quotidien, la santé et qui est utilisée comme mécanisme d'adaptation. C'est intéressant parce que c'est aussi pas mal les réponses qu'on avait, qu'on a retrouvées hier dans notre webinaire en anglais. Alors, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir participé à ce petit sondage-là, puis on va poursuivre. Donnez-moi 2 minutes, je vais reprendre la présentation ici. Évaluation. Je commence encore avec une autre question. Cette fois-ci, je vous invite à répondre dans le chat. Une petite réponse vite, là. Le problème principal de santé mentale déclaré chez les jeunes est, présentement, est-ce qu'on parle de schizophrénie,
Est-ce qu'on parle de troubles de l'humeur? Est-ce qu'on parle de troubles anxieux ou est-ce qu'on parle de dépression? Selon vous, dans le chat, pouvez-vous me dire ce que vous pensez? Je vois troubles anxieux. Troubles anxieux. Troubles anxieux ou dépression. Alors, la réponse, vous l'avez deviné, en grande partie, c'est les troubles anxieux. Et je voulais faire une distinction ici par rapport à l'anxiété et les troubles anxieux. L'anxiété, c'est une condition que chacun de nous va connaître à un moment donné dans sa vie. Ça apparaît, l'anxiété, quand on s'inquiète à propos de diverses choses, soit le travail, les relations, notre santé, les changements de notre vie. Puis quand on est anxieux, on peut ressentir de l'agitation, de la tension, on peut transpirer, on est épuisé, il y a des étourdissements, il y a toutes sortes de façons de manifester, que l'anxiété va se manifester. On peut avoir de la misère à se concentrer, on peut être irritable. Cependant, quand on parle en règle générale, l'anxiété va disparaître quand on va identifier puis on va avoir surmonté la source de ce sentiment. Donc, on est anxieux, on a peur d'être en retard, puis là, on se rend compte que, oups, justement, on va mettre en place des mécanismes pour être à l'heure, puis quand on arrive, c'est parti, le trouble anxieux, l'anxiété est partie. Et quand on parle d'un trouble anxieux, c'est une inquiétude excessive autour d'un certain nombre de problèmes quotidiens pendant plus de 6 mois. Ça, c'est la définition officielle. Fait que cette anxiété-là est souvent beaucoup plus forte que prévu. Par exemple, on peut sentir une tension vraiment importante là, ou de la nervosité pour des préoccupations mineures ou des tâches quotidiennes. Quelqu'un aurait vraiment une grande anxiété ou un grand stress de sortir de la maison, par exemple, pour aller à une activité quelconque. Tout à coup, là, le sentiment de sortir de la maison est vraiment généralisé. Puis, c'est un sentiment que l'on a sur une période de temps qui est plus soutenue. Là, on peut parler d'un trouble anxieux. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'au cours de la dernière décennie, on a constaté une augmentation des problèmes d'anxiété. Statistique Canada a indiqué que le nombre de Canadiens atteints d'un trouble d'anxiété généralisée a doublé entre 2012 et 2022. Durant la même période, la prévalence chez les femmes a triplé. En 2023, l'Organisation mondiale de la santé a rapporté que 4% de la population mondiale souffre d'un trouble anxieux et que ces troubles augmentent le risque de dépression, des troubles liés à la consommation de substances et des risques de pensée et de comportement suicidaire. Quand on parle des jeunes, les jeunes de moins de 25 ans sont particulièrement vulnérables aux problèmes de santé mentale. Le Centre de toxicomanie et de santé mentale rapporte qu'entre 15 et 25% des jeunes Canadiens éprouvent au moins un problème de santé mentale avant d'atteindre 19 ans. Donc, on se préoccupe de la santé mentale de nos jeunes, surtout en ce temps de post-pandémie. On sait que la pandémie a eu un effet important sur l'état mental de nos jeunes. Puis on se préoccupe aussi sur justement quelles sont leurs stratégies d'adaptation face à cette santé mentale qui n'est pas toujours positive. On sait que la consommation de substances pour la santé mentale, il y a une relation entre les deux. C'est interrelié. Les problèmes de santé mentale et de consommation de substances se manifestent le plus souvent à l'adolescence, puis se développent davantage au début de l'âge adulte, alors que le cerveau est encore en développement. Comme je vous disais plus tôt, la présentation, le cerveau humain ne se développe pas complètement jusqu'à l'âge de 25 ans. Puis, on sait que 90% des personnes aux prises avec un problème de dépendance ont commencé à l'âge de l'adolescence. Depuis la pandémie, justement, je vous disais qu'il y a une relation entre la consommation problématique et les problèmes de santé mentale. Les jeunes ont toujours été plus vulnérables à ces problèmes, mais ils sont encore plus aujourd'hui. Pendant la pandémie, seulement 1 jeune sur 4 disait avoir une excellente ou une très bonne santé mentale et près de la moitié ne pouvaient entrevoir un avenir prometteur. Et 45% des jeunes ont signalé des symptômes d'anxiété modérée à grave, tandis que 24% ont déclaré
une dépression modérément sévère à sévère. Donc, on s'inquiète parce que les jeunes de moins de 25 ans sont plus susceptibles que les adultes d'être aux prises avec des troubles de santé mentale et ou de consommation de substances que tout autre groupe d'âge, en particulier nos ados et nos jeunes adultes. Puis on sait aussi que les troubles de santé mentale et la consommation la consommation de substances sont des facteurs de risque parce que 20% des personnes aux prises avec un problème de santé mentale sont aussi prises avec un problème de consommation. Quand je vous disais qu'il y a une corrélation entre les deux, on est capable de le prouver. Puis 15% des personnes aux prises avec un trouble lié à l'usage de substances a aussi un problème de santé mentale. Donc, quand on parle d'un facteur de risque, la santé mentale et une consommation problématique, bien sûr, sont des facteurs de risque. C'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui vient en premier, mais on sait qu'ils sont interreliés. Parlons justement de stratégie d'adaptation. Dans les questions qu'on a répondues au quiz, en début de présentation, une des questions était comment gérez-vous le stress et l'anxiété dans vos vies personnelles? Les réponses que vous nous avez données sont en grande partie justement des stratégies, d'adaptation. C'est des gestes qu'on va poser pour justement faire face à un stress ou une période d'anxiété. On fait ça pour qu'on se sente mieux. Alors, il y a différentes stratégies pour se sentir mieux. Ils peuvent être d'ordre comportemental, ils peuvent être d'ordre cognitif ou ils peuvent être d'ordre émotionnel. Donc, comportemental, le stress peut être causé par des problèmes physiques dans notre vie tels que la fatigue, une mauvaise alimentation, un manque d'exercice. Puis en adoptant des choix de vie sains et en améliorant notre condition physique, on est dans un meilleur état pour gérer la routine quotidienne de notre vie, par exemple. Les stratégies cognitives, on peut changer notre perception dans une situation dans le but de gérer plus efficacement nos attentes. Le stress et l'anxiété peuvent rendre plus difficile parfois d'envisager clairement une situation. Bref, on prend un temps de pause, on réfléchit, puis on met la situation en perspective. Une stratégie émotionnelle, on parle d'activités mentalement stimulantes. Tantôt, on a parlé justement quand on parlait dans nos stratégies d'adaptation dans notre hôtesse, les gens parlaient de ça, de faire de l'art ou de vraiment prendre du temps pour soi, faire de l'introspection. L'objectif ici, c'est de changer notre état émotionnel de négatif à positif afin de se sentir mieux préparé à faire face à nos défis. Les stratégies actives, on en a vu beaucoup, on a parlé de yoga, on a parlé de médiation, de méditation, on a parlé d'aller prendre une marche. Ça, on fait face directement à ce qui cause notre stress. On accepte l'impact du traumatisme, des difficultés et nous prenons des mesures pour améliorer notre état, que ce soit des mesures physiques ou intellectuelles, là, mais vraiment, on fait face à notre stress de façon directe. Donc, des stratégies d'adaptation, là, c'est vraiment une réponse normale au sentiment d'être dépassé. On vit un stress, puis on va mettre des mécanismes en place pour voir qu'est-ce qui va fonctionner pour nous. Il y a deux catégories de stratégies. Dans un premier temps, il y a des stratégies adaptatives. Ça, c'est la façon dont on s'adapte justement à une situation de manière à ce que nous ayons les meilleures chances de surmonter le stress et l'anxiété. Je peux vous donner des exemples. On peut écouter de la musique, on peut aller parler avec quelqu'un. Il y a plusieurs personnes qui l'ont soulevé. Il y en a que pour les aider à vraiment bien identifier leurs émotions, vont écrire son journal personnel. Le sommeil, on sait que c'est très important pour faire face à un stress et pour avoir des habitudes de vie saines, une alimentation équilibrée, des activités physiques. Ça a tout été soulevé, ça, plus tôt quand on parlait dans notre quiz du début. Puis, il y a des stratégies inadaptées. Ça, c'est des méthodes qu'on sert rapidement puis temporairement pour faire face à un stress, à une anxiété, mais ultimement, ça ne va pas vraiment à la source du stress. On ne va pas aller
s'interroger sur la cause du stress, on va juste y répondre de façon spontanée pour se sentir mieux. Donc, on peut dire aussi, on pourrait appeler des stratégies inadaptées, on pourrait les appeler des échappatoires ou des fuites. Et ces stratégies-là peuvent engendrer des résultats négatifs. Des exemples de ça, l'agression, l'isolation, l'évitement, l'obsession, la boulimie, la consommation de substances entrent en ligne ici. Donc, on peut répondre de façon agressive, une crise de rage au volant, par exemple, quand on n'est pas content et qu'on a un stress important dans le trafic avec notre voiture. On peut passer des heures à regarder la télévision ou à jouer à des jeux vidéo pour éviter de faire des tâches à faire, fait qu'on va l'éviter. On peut trop réfléchir ou être obsédé par un problème, donc on va passer beaucoup, beaucoup de temps à essayer de trouver des solutions, puis vraiment, ça devient comme une obsession, puis c'est ce qu'on appelle des stratégies inadaptées, et inclut là-dedans et la consommation de substances. Donc, on peut se tourner vers des substances, l'alcool ou autres, pour fuir nos problèmes et se sentir mieux à court terme. Donc, on vient au vif du sujet, la consommation de substances et ce qu'on appelle l'adaptation justement à faire face à son stress ou à son anxiété. Dans les prochaines diapositives, on va s'attarder aux répercussions qu'ont les substances sur ces mêmes sentiments. Donc, on va explorer différentes substances puis comprendre justement comment ça peut nous affecter, mais comment ces substances-là répondent à un besoin de faire face à un stress, à de l'anxiété dans notre vie et comment nos jeunes, justement, peuvent se tourner vers la consommation de substances pour gérer leur stress. Une personne sur 5 vivant avec de l'anxiété déclare consommer de l'alcool pour faire face au stress. Une personne sur 5 du secondaire 1 à 5 qui déclare vapoter le fait pour relaxer ou diminuer la tension. Donc, quand je vous dis d'utiliser des substances pour faire face à des stress, on le voit ici. 50% des jeunes âgés de 16 à 24 ans qui consomment du cannabis à des fins médicales le font pour soigner leur angoisse ou leur dépression. Et 1 jeune sur 8 du poste secondaire qui consomme des antidouleurs à des fins non médicales le font pour gérer le stress. Donc, on voit comment la consommation s'inscrit comme une stratégie pour faire face à ce sentiment de stress-là dans leur vie. On ne parle plus d'expérimentation parce qu'on va à un party, puis tout à coup, justement, on a de la pression de nos amis, puis on veut essayer telle ou telle substance. On parle vraiment d'un mécanisme ici de gestion de stress par rapport à la consommation. Je vous pose une autre question. Consommer de l'alcool ou des substances peut causer des sentiments de stress et d'anxiété. Est-ce que peut causer que les sentiments de stress et d'anxiété augmentent ou diminuent? Donc, si on consomme de l'alcool ou des substances, est-ce que ça va augmenter nos sentiments de stress ou d'anxiété ou ça va diminuer? Je vous invite à répondre dans le chat. Je vais voler le punch tout de suite. Je vais vous dire que la réponse, c'est à la fois augmenter ou diminuer. Les substances qui sont couramment utilisées comme mécanisme d'adaptation parce qu'elles peuvent modifier l'état d'esprit d'une personne pour se sentir détendue, euphorique et par conséquent moins stressée ou anxieuse. Donc, à ce moment-là, on peut dire « Ah oui, ça l'a diminué, j'ai pris un verre de vin puis je me sens mieux ». Cependant, de nombreuses substances qui causent ces sentiments peuvent également contribuer à augmenter le stress et l'anxiété pour diverses raisons. Puis on va voir ça avec les prochaines diapos, comment ça peut se faire. Mais dans un premier temps, c'est sûr que d'utiliser des substances, ça aide pour certaines personnes à diminuer leur stress et l'anxiété, parce que sinon, ben, justement, il n'y aurait pas une tentation de consommer et de développer une consommation problématique. Mais à court et moyen terme, tout dépendant de la substance, ça peut justement contribuer à augmenter le stress et l'anxiété. OK, un peu de science.
Alors, on sait que la dopamine, c'est le neurotransmetteur que notre cerveau libère pour aider à identifier le plaisir, la motivation, la satisfaction. Donc, quand on fait des choses qu'on aime, notre cerveau libère de la dopamine, comme pour nous signaler qu'on devrait continuer à faire ces choses-là. Okay? Dans un deuxième temps, le GABA, c'est un neurotransmetteur qui est connu pour réguler le système nerveux de l'organisme, notamment pour maintenir l'équilibre émotionnel et gérer l'anxiété. Donc, lorsqu'une personne se sent stressée ou anxieuse, au fil du temps, son cerveau va s'adapter puis il va libérer du GABA pour essayer de calmer le système nerveux. C'est notre petit facteur de protection dans notre cerveau qui fait que, OK, là, tout à coup, le GABA va être libéré pour qu'on puisse se sentir mieux par rapport à une situation. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va regarder ce rôle-là dans l'utilisation de différentes substances quand vient le temps justement de la dopamine et du GABA. Par rapport à l'alcool, on sait que l'alcool, c'est un sédatif, ça veut dire que c'est un dépresseur du système nerveux central. C'est connu pour sa capacité à provoquer des sensations de plaisir et de relaxation. Ça fait que la substance est populaire pour les ados et les adultes. Quand on se sent stressé, dépassé ou frustré, on n'a qu'à penser à la pandémie. On sait que la consommation d'alcool a augmenté pendant la pandémie. Puis pour créer ces sensations de plaisir et de détente, l'alcool affecte la dopamine et le GABA. Il peut avoir des effets significatifs sur les sentiments de stress, d'anxiété et de dépression. Par rapport à la dopamine, la consommation d'alcool provoque la libération d'une grande quantité de dopamine dans le cerveau, ce qui peut être agréable au début. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil du temps, notre cerveau apprend à devenir moins réceptif à la dopamine, ce qui peut amener une personne à boire plus pour essayer de ressentir les mêmes effets qu'avant. Donc, quand on parle justement, souvent, on va parler de tolérance. On va développer une tolérance à l'alcool. Ce qui nous amenait à un certain niveau de dopamine et de sentiments agréables avec une certaine dose d'alcool. À un moment donné, notre cerveau va s'habituer et il va falloir au fil du temps, pour ressentir le même plaisir, on va avoir l'impression qu'il faut boire plus pour ressentir le même plaisir. Puis, en même temps aussi, ça peut amener le fait qu'on va se sentir mal quand on ne peut pas boire. Puis, ça va ainsi contribuer à développer un trouble lié à la consommation. Ça peut contribuer à développer un trouble lié à la consommation de substances. Par rapport au GABA, l'alcool à court terme peut provoquer une augmentation de la libération de GABA, ce qui peut faire qu'une personne se sente détendue plus rapidement. Encore là, au fil du temps, la recherche montre que l'alcool peut nuire à la production de ce neurotransmetteur, réduisant la quantité de GABA disponible pour une personne et ainsi, ça va aggraver les sentiments d'anxiété et de stress. Donc, quand je parlais tout à l'heure que ça peut augmenter puis diminuer, bien, à court terme, c'est sûr que ça peut aider, mais une exposition à long terme va faire que malheureusement, ça va nuire à la production de GABA. Et aussi, on sait que l'alcool peut perturber les habitudes de sommeil. Il y a des jeunes qu'on entend qui peuvent choisir de boire avant d'aller au lit en pensant que ça va les aider à mieux dormir. Cependant, la recherche montre que boire avant de se coucher peut amener une personne à dormir moins profondément, à se réveiller au milieu de la nuit ou à ne pas se sentir reposée le lendemain matin. Puis on sait aussi que des mauvaises habitudes du sommeil sont associées à l'apnée du sommeil, de l'anxiété et de la dépression. Les symptômes d'un lendemain de veille peuvent inclure de l'anxiété. On sait que les personnes qui utilisent de l'alcool et quand on peut prendre une grande quantité d'alcool, ça peut amener une gueule de bois. On va se sentir malade, on va se sentir faible, on va se sentir étourdi. Et un des symptômes, c'est d'appréhender justement que ces sentiments-là vont arriver. Fait qu'il peut y avoir même une anxiété du lendemain de dire « Oh mon Dieu, je suis en train de boire, mais demain, je ne me sentirai pas bien parce que j'ai trop bu. » Fait que déjà là, on commence à sentir des effets d'anxiété. Fait qu'à la fois, comme je disais, au début, ça peut contribuer à ce qu'on se sente bien, mais au fur et à mesure qu'on est exposé ou à de grandes quantités ou à une fréquence plus grande, ça peut être au détriment de notre santé mentale.
Ça, c'est toutes des affaires qu'on peut partager avec notre jeune. Je vais en parler plus tard, mais on vous donne cette information-là pour que dans vos conversations avec vos jeunes, ce ne soit pas seulement basé sur ben, tu ne devrais pas faire ça parce que ce n'est pas bon. Ce qu'on essaye de donner, c'est justement de l'information qui est basée sur la science, sur le développement du cerveau, qui démontre quels sont les risques d'une exposition plus accrue avec des plus grandes quantités peut avoir sur nos jeunes. La nicotine, on le sait que le vapotage est de plus en plus populaire auprès de nos jeunes. En 2022, parmi les adolescents qui déclaraient avoir vapoté au cours des 30 derniers jours, 1 sur 8 disent l'avoir fait pour la sensation d'euphorie que procure la nicotine. Parce que quand on prend de la nicotine, tout à coup, c'est transporté à travers la fumée dans nos poumons, c'est transféré vers le cœur, ça pompe rapidement vers le cerveau, puis on peut ressentir rapidement du plaisir, de la motivation, on se sent plus concentré. Ce qui peut amener justement un jeune à vouloir l'utiliser sur une base plus régulière. On sait aussi que la nicotine peut libérer du GABA, le GABA que je parlais, le neurotransmetteur dans le cerveau, puis ça produit aussi un sentiment de relaxation, puis ça réduit le stress. C'est pour ça que des fois, souvent, si on voit des gens fumer, ils sont en période de stress, puis ils vont aller fumer justement pour avoir cette sensation-là de relaxation que peut procurer la nicotine. Mais le problème, c'est que ces effets s'estompent après 30 minutes ou quelques heures. Ou est-ce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui est habitué va ressentir un manque, un symptôme de sevrage. Donc, il peut être irritable, peut avoir de l'agitation, de l'anxiété. Et pour les personnes qui souffrent d'une dépendance à la nicotine, ces sentiments sont généralement corrigés en consommant plus de nicotine, ce qui va partir un cycle de dépendance. Donc, au départ, on va se virer vers la nicotine pour pouvoir gérer un stress parce que ça nous aide. Mais là, plus on est exposé, plus on va avoir besoin de doses régulières et malheureusement, il y a une dépendance qui peut en découler. Puis, ce cycle-là, à la base, peut être stressant. On sait que 20 des adolescents qui vapotent le font pour réduire le stress, mais 20 supplémentaires d'adolescents disent qu'ils vapotent parce qu'ils ne sont pas capables d'arrêter, parce qu'ils sont maintenant dépendants. Cannabis. Alors le cannabis contient du THC puis du CBD. Puis on sait que certaines recherches suggèrent que de faibles quantités de THC peuvent aider à soulager le sentiment d'anxiété chez certaines personnes. Par contre, pour d'autres, cela peut avoir complètement l'effet inverse et déclencher des sentiments d'anxiété et de nervosité. On sait que chez les jeunes, une consommation excessive ou régulière peut être reliée à des hallucinations, à de la paranoïa et à divers problèmes d'ordre émotif. Aussi, il faut parler de la teneur élevée de THC. Quelqu'un qui s'expose à des teneurs élevées de THC peut provoquer de l'anxiété, des crises de panique. Surtout quand on y va avec du vapotage, là, il y a vraiment des produits comestibles où est-ce que la teneur de THC est vraiment, vraiment élevée. Les jeunes sont 2 fois plus susceptibles de développer un trouble lié à la consommation de cannabis que les adultes, en grande partie à cause du stade de développement de leur cerveau. Donc, le THC provoque une forte libération de dopamine dans le cerveau, un peu comme j'ai parlé avec l'alcool et la nicotine. Le cerveau d'un jeune peut décoder que consommer du cannabis est plus agréable que d'autres activités, ou encore, il ne peut pas s'amuser autant quand il ne consomme pas du cannabis. Donc, ce qui arrive, c'est que malheureusement, une exposition fréquente à du THC, à du cannabis, puis des quantités de plus en plus grandes de THC, va faire que ça va réduire la capacité du cerveau à créer et à stocker du GABA et la dopamine, ce qui va faire que malheureusement, le jeune va avoir tendance à s'isoler de ces activités qui lui procuraient du plaisir avant parce que la forte libération de dopamine rapidement va être plus tentant dans le THC qu'ailleurs. Puis, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un risque accru de troubles psychologiques, y compris la schizophrénie, quand on s'expose à des fortes
teneur en THC. Puis enfin, il y a des gens qui vont dire que la consommation de cannabis peut aider à traiter des troubles d'humeur, mais nous, nos recherches ne nous démontrent pas que c'est le cas. Mais quand même, la moitié des jeunes adultes de 16 à 24 ans déclarent consommer du cannabis à des fins médicales pour gérer des symptômes d'anxiété ou de dépression. Mais la recherche ne supporte pas que c'est une façon efficace de le faire. En dernier lieu, je voulais vous parler d'opioïdes. Écoutez, on sait qu'on est dans une crise d'opioïdes. En 2019, un Canadien sur 8 s'est fait prescrire des opioïdes à des fins médicales. C'est très accessible. Les opioïdes, c'est fait pour soulager la douleur physique. Puis ça a également un effet euphorisant. Cependant, on sait que les opioïdes peuvent provoquer une libération de dopamine 10 fois plus importante que normal. Ce qui veut dire que quand on vit ces émotions fortes-là, on peut rechercher à les revivre pour pouvoir atténuer des sentiments de stress de façon spontanée. Et c'est le fait que c'est pour ça que la dépendance peut se faire assez rapidement. La consommation d'opioïdes peut affecter la respiration, causant une perte de conscience. Et à long terme, c'est associé avec l'anxiété et la dépression. Donc, quand on se tourne vers des opioïdes pour aller chercher cet effet euphorisant-là, encore une fois, il y a une tolérance qui va se développer. Puis malheureusement, il va falloir augmenter notre consommation pour avoir le même effet euphorisant. Puis en bout de piste, ça peut vraiment résulter à avoir plus d'anxiété puis plus de dépression. Puis on sait qu'un sevrage peut engendrer douleur physique, détresse émotionnelle importante. Puis on sait à quel point aussi le niveau de toxicité de ce qu'on peut trouver d'opioïdes sur le marché illicite est super dangereux. La marge de manœuvre est inexistante. L'expérimentation avec des opioïdes peut être très dangereux chez les jeunes. Donc, se tourner vers les opioïdes comme mécanisme d'adaptation à une gestion de stress a son lot de dangers et de risques importants. À ce titre-là, j'aimerais passer la parole à Delphine, qui va nous entretenir sur quoi faire avec nos médicaments, parce que quand je disais plutôt qu'un Canadien sur 8 s'est fait prescrire des opioïdes à des fins médicales, qu'est-ce qu'on doit faire si on a des médicaments dans notre maison pour protéger nos jeunes? Delphine? Bonjour, merci beaucoup Chantal. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc Delphine Lagour, que je représente l'ARPS, l'Association pour la récupération des produits de santé. Nous sommes une association qui gère la collecte et l'élimination des médicaments au nom de laboratoires pharmaceutiques qui ont une obligation réglementaire de le faire dans certaines provinces au Canada. Donc, comment protéger notre famille, comment protéger nos enfants? Ça commence à la maison. Nous avons tous des médicaments dus à un traitement ou au cas où, lors d'une prescription, et il en reste quelques-uns, et il y en a un petit peu sur une étagère, un petit peu dans la table de la cuisine ou à côté du lit. Donc, l'association recommande de mettre tous ces médicaments, spécifiquement tout ce qui est opiacés ou médicaments qui, pris de manière accidentelle, pourraient créer un empoisonnement, sous clé, dans un placard verrouillé, hors de portée des enfants ou des animaux de compagnie. De préférence hors d'une salle de bain, parce qu'un niveau d'humidité pourrait engendrer un peu trop d'humidité sur le médicament, et surtout en plus de vérifier à peu près tous les 2 mois, la date d'expiration du médicament et vous assurer qu'ils ne sont plus nécessaires, que vous n'en avez plus besoin. À la
je pense à la page suivante de montrer comment éliminer ou les rapporter dans les endroits que nous avons mis en place au travers de cette association. Là, si vous avez des objets piquants, coupants ou tranchants qui sont usagés avec la RPS, nous vous recommandons de récupérer un conteneur à objets piquants, coupants, tranchants gratuitement dans un lieu de collecte. Donc, qu'est-ce qu'un lieu de collecte? Un lieu de collecte, c'est votre pharmacie de quartier. Nous sommes une association qui est présente dans 6 provinces au Canada, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario, au Québec, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard. Et aujourd'hui, nous avons près de 7800 points de collecte dont les pharmaciens nous aident à distribuer tous ces contenants et pour les récupérer. Donc, vous remplissez votre contenant avec l'objet piquant, coupant, tranchant, et lorsque le contenant est rempli jusqu'à la ligne noire, vous le fermez et vous le retournez. C'est un programme qui est totalement gratuit pour les pharmaciens, mais aussi gratuit pour les membres du public. Pour lequel il n'y a absolument aucune question ou quoi que ce soit. Donc, de cette même manière pour l'élimination sécurisée de vos médicaments, qui est à la prochaine slide. Donc, les pilules en vrac qui doivent être retournées, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le tri chez vous, et que vous avez identifié certains médicaments que vous souhaitez, donc vous n'avez plus besoin, que vous souhaitez retourner, surtout ne pas jeter cela ni à la poubelle, ni dans un évier, de consolider tous les médicaments, les piles en vrac, les médicaments, ce qu'on appelle secs, dans un petit sac en petit plastique transparent, type les Ziploc, et de le ramener au point de collecte. Tout ce qui est médicaments liquides, gardez-les dans leur fiole d'origine et vous pouvez le ramener aussi au point de collecte. Les produits de santé qui sont acceptés et qui sont réglementés par les programmes de collection au travers de l'Association sur la récupération des produits de santé sont tous les médicaments d'ordonnance, tous les médicaments en vente libre, ainsi que les produits de santé naturelle. Et pour les objets piquants, coupants ou tranchants, nous parlons des ensembles de perfusion, des lancettes, des pointes d'aiguille, des auto-injecteurs, des cartouches pré-remplies, ainsi que toute aiguille qui pourrait être contaminée par du sang. Donc, où retrouver les médicaments, où retourner les médicaments non utilisés, ainsi que les objets piquants, coupants, tranchants. Comme indiqué, nous avons plus de 7800, non plus 6000. Nous travaillons fortement puisque le Québec vient de nouvellement mettre en place un programme à partir du 1er juillet. Nous avons plus de 7800 points de collecte au Canada. Et nous avons un géolocateur sur notre site internet où vous pouvez mettre votre code postal pour pouvoir trouver les pharmacies de quartier qui sont les plus proches de votre domicile. Merci beaucoup. Merci Delphine. On voulait vous donner justement aux gens présents aujourd'hui des indications claires sur une mesure tellement facile pour pouvoir prévenir l'accès à des médicaments qui pourraient être potentiellement dangereux si c'est pris par quelqu'un à qui ce n'est pas prescrit. Puis on sait malheureusement que nos jeunes prennent des médicaments à titre récréatif, donc
Merci à l'association d'être là pour vraiment nous aider à prendre une mesure facile. Tout le monde peut aller à leur pharmacie du coin et retourner leurs médicaments de façon sécuritaire. La dernière partie de ma présentation, je veux vraiment essayer de terminer à 1 heure aujourd'hui. Je veux vous parler de comment on met ça en conversation avec nos jeunes. Comment on fait pour avoir des conversations qui vont être adaptées selon l'âge de nos jeunes. Parce que là, je vous ai bombardé avec des données, des statistiques. Mais la raison pour laquelle on le fait, c'est ce que je disais au début, c'est vraiment que vous puissiez avoir des conversations réfléchies, posées avec vos jeunes et vraiment basées sur des faits. On parle du cerveau, on parle de dopamine, etc. Mais vraiment pouvoir expliquer à nos jeunes pourquoi on est concerné, pourquoi on est inquiet, pourquoi il y a des risques à prendre des substances pour faire face à notre stress ou à notre anxiété. Donc, le pourquoi, puis comment, puis etc., c'est ce que je vais prendre là, quelques minutes avec vous pour parler de comment on peut mettre la table pour avoir ces conversations-là. Dans un premier temps, on vous dit de commencer tôt. On se fait souvent demander, oui, mais à quel âge je devrais commencer? On va passer à travers différents scénarios, là, mais on peut commencer dès le primaire. Il faut juste adapter l'information en fonction de l'âge où ils sont rendus dans leur développement. Mais peu importe leur âge, ce qui est important, c'est que vos jeunes savent que vous soyez là pour eux et que peu importe ce qui est, ils peuvent venir à vous. Fait que bâtir justement cette fondation-là, bâtir ces ponts-là de confiance puis de dialogue à un jeune âge va faire que quand on va frapper des âges un petit peu plus difficiles, je suis également maman d'un garçon de 18 et d'une fille de 16 ans, donc je sais que ce n'est pas toujours facile à l'adolescence, mais si on a commencé tôt, on espère que ce réflexe-là, de ce dialogue-là, de façon plus posée, basée sur des faits, va aider dans des conversations un petit peu plus difficiles. Mais on sait que ce n'est pas facile, parce que si c'était facile, peut-être que vous n'auriez pas voulu venir avec nous aujourd'hui. Donc, je vous remercie de prendre le temps aujourd'hui d'être avec nous. Alors, quand je parle du primaire, de quoi ça a l'air un jeune primaire de 12 ans et moins? Ça aime une certaine routine, ça aime la vie familiale, ça n'aime pas ça, avoir des échecs et ça cherche à se faire complimenter. Donc, quelles peuvent être des stratégies de conversation? Tout est dans le ton, encore une autre fois. On ne veut pas alarmer, on ne veut pas leur faire peur, mais on veut communiquer nos inquiétudes par rapport à la consommation de façon générale. On encourage les parents à commencer par l'alcool, le cannabis, la nicotine, parce que ce sont souvent les substances auxquelles nos pré-ados vont être exposés. Puis, de commencer en disant, ben, en tout cas, si tu fais ça, là, ça ne marchera pas, puis maman ne sera pas contente. Puis, c'est quand je dis justement de bâtir une fondation, on veut vraiment bâtir un climat où est-ce que le jeune, un contexte, va être à l'aise de venir poser des questions, de s'interroger, parce qu'il faut se dire que si vous ne leur en parlez pas, ils vont aller chercher l'information ailleurs. Donc, qu'il y ait une source crédible d'information où ils se sentent à l'aise de venir poser des questions, c'est important. Alors, commencez avec des questions sur savoir qu'est-ce qu'ils connaissent justement à propos de l'alcool, du cannabis. On peut utiliser des faits variables de voir qu'on se promène dans la rue puis qu'on voit des commerces qui vendent du cannabis, demander à notre jeune qu'est-ce qu'ils savent à propos de ça, où est-ce qu'ils sont allés chercher l'information, être capable d'évaluer avec eux si c'est des sources crédibles ou non, pour les inciter justement à avoir des sources crédibles d'informations. Puis, on n'a pas besoin de se positionner comme expert, on a juste besoin de leur dire qu'on est inquiet par rapport à leur santé puis qu'on aimerait ça pouvoir leur en parler. Autre suggestion, chercher à connaître leurs amis, leurs intérêts, puis juste dans un souci, pas nécessairement de les surveiller, mais de leur porter intérêt, encourager les choix sains qu'ils font. S'ils décident justement de bien manger ou de faire une activité physique, ils cherchent à être complimentés, donc c'est une belle façon de bâtir cette relation-là. Établissez des règles claires et réalistes avec des conséquences consistantes et trouver des activités à faire en famille, justement de développer des mécanismes d'adaptation au stress en famille. Au secondaire, de 13 à 17 ans. C'est là que des fois les choses se corsent un peu. C'est fascinant d'avoir des ados, mais ça peut être aussi un grand défi.
Nos ados sont sociables, sont émotifs, sont défiants. Ça fait partie du rythme de passage à l'adolescence, sont passionnés, sont indépendants. On vous encourage à choisir des moments où est-ce que vous pouvez faire une activité ensemble et que c'est un bon moment. C'est important de rester calme et de choisir un moment qui est opportun, peut-être même demander la permission à notre ado. Est-ce que c'est un bon moment? J'aimerais ça te parler de cannabis ou d'alcool ou de drogue. Puis si notre jeune n'est pas prêt, de respecter ça et de dire, on va se reprendre, mais c'est important pour moi, c'est important pour moi d'en parler. Encore une fois, connaître leur intérêt, connaître leurs amis, s'intéresser à ce qu'ils font et pouvoir parler de scénarios ensemble. Écoute, tu vas aller à un party, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire si on t'offre de l'alcool? Juste pour pouvoir élaborer des scénarios ensemble en amont, pour pouvoir explorer, puis savoir aussi que vous ne mettez pas la tête dans le sang, puis de pouvoir exprimer que vous êtes concerné, puis vous vous intéressez à ce qui va se passer, puis pouvoir travailler des scénarios ensemble. Puis post-secondaire, mais il ne faut pas oublier nos jeunes adultes. Nos jeunes adultes, maintenant, ils vont être en âge légal d'avoir, à partir de 18 ans, 19 ans, dans certaines provinces, d'avoir accès à des substances, être capable de voir quelles sont leurs sources de stress, qu'est-ce qu'ils font pour faire face à ça, garder cette communication ouverte-là, savoir que fort probablement, ils ont peut-être commencé même leur expérimentation, leur poser des questions par rapport à le pourquoi qu'ils décident de consommer dans un souci, encore une fois, de vraiment réduire les risques. Alors, je vois qu'il nous reste 2 minutes. Je vais sauter les 2 prochaines diapos pour m'assurer justement qu'on soit à l'heure. Comment les adultes peuvent être des facteurs de protection pour nos jeunes? À la maison, souligner, féliciter les bons choix, trouver des activités saines à faire en famille, aider vos jeunes à s'engager dans ses intérêts, laisser toujours les canaux ouverts de communication. Comme Delphine nous le disait, placer nos médicaments et retourner nos médicaments quand on ne les utilise pas et qu'ils sont périmés, donc les rendre hors d'accès à nos enfants. Et dire à notre jeune que peu importe ce qui arrive, vous allez être là, justement dans un souci qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent compter sur vous s'ils ont besoin de votre aide. En milieu scolaire et dans la collectivité, promouvoir et organiser des sports d'équipe, des clubs scolaires, des événements. On sait qu'on a des enseignants avec nous aujourd'hui qui assistent à la présentation. Promouvoir des attentes qui sont réalistes, justes et équitables. Partager des ressources entre les organismes et les intervenants pour mieux faire connaître les multitudes de services dans votre collectivité et encourager et promouvoir les retours de médicaments inutilisés dans les pharmacies de quartier parce que souvent, ça ne fait pas partie de notre radar. Alors, on est maintenant à 1 heure. Je vous invite à remplir un sondage qu'on va vous envoyer sur la présentation aujourd'hui. Je vous invite aussi à venir sur notre site web. On a beaucoup d'informations, dont ce webinaire-là qui va être disponible sur notre site. On a des feuillets d'informations sur les différentes substances. On a également un service qui s'appelle Clic Parent, où est-ce que vous pouvez aller clavarder avec un spécialiste en santé mentale. C'est gratuit, c'est confidentiel. Vous pouvez aller chercher de l'information là ou sur une ligne téléphonique. C'est une ligne qui va pouvoir vous aider si vous avez besoin de soutien un peu plus individualisé. Allez-y, c'est gratuit et c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je sais qu'on vous a bombardé d'informations. J'espère que vous y avez appris des choses et que vous allez pouvoir les mettre en application. Puis j'espère vous compter parmi nous à la prochaine présentation. Merci tout le monde. Bonne journée.